Bonsoir à tous. On poursuit ce soir nos entretiens avec les têtes de liste bruxelloises à la Chambre. Et j'ai le plaisir de recevoir Loretta Kollings. Bonsoir, tête de liste PS. Un mot d'abord sur le décès de l'ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene. L'hommage est unanime. Philippe Moureau dit de lui c'est le plus grand politique de ces dernières années. On ne peut pas dire pourtant que le PS était toujours sur la même longueur d'onde avec lui. Non, mais on peut vraiment reconnaître que c'était un homme d'État. On peut ne pas partager ses convictions et reconnaître que c'était un homme dont la Belgique a vraiment eu besoin. Moi, je l'ai connu, évidemment, puisque j'ai fait partie de son premier gouvernement. Il avait quand même ça des airs de taureau, mais en même temps, c'était un homme d'une très grande intelligence qui savait écouter, qui respectait ses partenaires ou adversaires, et qui savait dès lors vraiment construire des solutions. C'était assez fascinant de voir cette écoute. Je l'ai connu aussi parce qu'il a créé Bruxelles. Quand je suis arrivée au Parlement, avec Philippe Moureau, à deux, ils ont créé cette région de Bruxelles-Capitale. Et puis avec Charles Piquet, ils ont créé Belliris, qui donne des moyens à Bruxelles. Et puis je l'ai connu comme homme. Ouais. Alors, dans sa dernière interview qu'il a donnée au Soir il y a quelques semaines, il disait « J'espère que les hommes politiques vont s'attaquer aux défis à long terme et résister à l'énorme pression du court terme et de l'opinion publique. » Et oui, c'est un homme qui nous forçait, et à très juste titre, à avoir une vision à long terme. Ouais. Et c'est plus dur aujourd'hui de résister à la pression de l'opinion publique ? Il y a toujours des tentations pour les uns ou pour les autres. On le voit dans le pullulement de partis qui font de la démagogie dans la rue jour après jour. Mais je pense qu'il existe toujours des hommes et des femmes qui savent construire des compromis avec une vision à long terme, ce qu'était Jean-Luc Dehaene. Il n'était pas tendre, puisqu'il disait « Les politiques ont tendance à faire le nécessaire, mais avec des mesures qui ont des résultats à très court terme. Or, il faut du long terme. » Oui, je pense qu'il a aussi fait des réformettes et puis des grandes réformes comme ses successeurs. Mais j'ai de l'admiration vraiment pour l'homme. Ce que je peux vous dire, je vous dit que je l'ai connu comme homme, puisque j'ai participé à une série de missions avec lui. Ce qui était fascinant, vous savez bien, c'était un homme un peu bourru comme ça, brusque, un bulldozer, qui avait cette volonté de ressembler aux Belges moyens. Et il en parlait très longuement. Et il m'avait dit un jour, il me manque une qualité pour ressembler aux Belges moyens, je ne suis pas colombophile. Allez, on va terminer là-dessus. On va parler du sondage, des derniers sondages, et puis avant cela, des déclarations ces derniers temps des ténors socialistes. Alors, on dirait que le mot d'ordre, c'est sans les libéraux et un Olivier, si c'est possible. Alors, il y a vraiment une fracture aujourd'hui avec le MR ? Il y a quelque chose d'assez naturel pour un parti de gauche, c'est de vouloir gouverner le plus à gauche possible. Voilà, on veut être sincère. Pour le moment, partout, lors des débats, lors d'émissions comme celle-ci, on plaide un projet de gauche qui est profondément différent de celui porté par le MR. Ouais. Et donc, on se dit que le gouvernement le plus cohérent possible, sans exclusive, mais si l'électeur le rend possible, devrait être plutôt avec des progressistes. Oui, mais c'est une question de programme. Est-ce que c'est aussi une question de personnalité ? Non, c'est une question de programme. Et je vous donne un exemple concernant Bruxelles. Vous savez bien qu'il y a un problème sur le logement. Et la pression, elle est très très forte, puisqu'il y a une croissance démographique, un manque de logements et des logements de plus en plus forts, de plus en plus chers, pardon. Alors quand dans le programme du MR, on prévoit de diminuer de moitié les moyens prévus pour le logement, comment voulez-vous qu'on puisse travailler sur un programme commun ? C'est quand même compliqué. Et donc voilà, ce genre d'orientation du MR pose problème pour nous. Alors, quand on regarde les sondages, on voit pourtant qu'on regarde le sondage, le dernier de la Libre Belgique de ce matin, le PS, le CDH et Écolo sont en baisse. Donc l'Olivier est moins en forme qu'en 2009 et donc il y a une certaine usure du pouvoir. Alors d'abord, nous sommes en hausse, le PS est en hausse dans ce sondage-là. Si on compare à l'élection de 2009, et d'abord, nous sommes en hausse, et deux,
Vous êtes en hausse par rapport aux précédents sondages. Dire... Si on compare aux résultats de 2009, tous les partis d'Olivier sont en baisse. Voilà, mais nous sommes en hausse par rapport au dernier sondage de Dedicated Research. Mais cela étant dit, moi je ne regarde pas trop les sondages puisque le PS a toujours mieux fait que les sondages électoraux. Et donc moi j'ai confiance, pour le moment nous sommes bien reçus partout et j'espère vraiment qu'on va nous donner confiance et donner la possibilité de travailler rapidement sur des gouvernements qui puissent vraiment répondre aux besoins de la population et que l'on ne va pas éparpiller les voix de telle manière qu'il soit impossible de constituer vraiment des gouvernements. Alors vous avez confiance, mais malgré tout, le 1er mai, il y a eu un appel clair à voter utile. Oui. Et quand on voit aussi les résultats de ce dernier sondage, si on compare à l'autre sondage, le PTB continue lui aussi à augmenter. Donc cet appel au vote utile, il n'a pas été entendu ou pas assez entendu. Ouais, on verra ça le 25 mai. Je suis sûre que je vous verrai le 25 mai et que vous m'interrogerez. Pour le moment, mais ça continue à vous inquiéter. Mais je ne suis pas dans l'inquiétude, je suis dans l'explication. Et c'est assez clair. Vous savez bien que, notamment, le PTB ne veut pas participer au gouvernement. Donc les gens qui votent pour le PTB votent pour des gens qui ne vont pas les défendre. Mais si la gauche, et notamment si le Parti socialiste, n'est pas assez fort, qui va défendre ceux qui ont besoin de voir leur allocation augmenter, leur salaire augmenter, la sécurité sociale protégée? Qui ? Et donc voilà, c'est ce que j'explique jour après jour à mes concitoyens. Allez, on va maintenant donner la parole aux jeunes. Alors, ils participent à notre émission Fort de Café, ils donnent leur avis sur l'actualité et à l'occasion d'un enregistrement, on leur a demandé, tiens, que pensez-vous du PS? Voici la réponse. Moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est que le PS n'a aucune humilité pour ne pas juste exactement faire les mêmes types de campagnes, c'est-à-dire que dès qu'on est en période électorale, ils ressortent leur soi-disant acquis historique. Nous avons créé la sécurité sociale, ce qui n'est pas vrai. Ils ont créé des lois, mais ce n'est pas eux qui ont poussé à ce que la sécurité sociale existe. Nous n'avons jamais la majorité absolue, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas assumer notre véritable politique. Et moi je trouve que voilà, le PS, comme d'habitude, est très très démagogue et moi j'ai vraiment l'impression qu'il prend ses propres électeurs pour des imbéciles. Il n'y a plus grand chose à gauche du côté du PS, hein. C'est quand même un parti qui a tellement d'intégrité politique que tant qu'au niveau communal qu'au niveau fédéral, il va voter certaines lois où il va poser certains actes qui sont contrairement à l'encontre du socialisme et qui 2 minutes plus tard va te chanter l'international tous ensemble. Et c'est un truc, c'est presque du surréalisme de voir ça. Ce sont des sociodémocrates, voire parfois même plus libérales. Et ils sont là en train de se réclamer en tant que la grande patrie du socialisme, la grande famille du socialisme. Pour moi, c'est le parti qui représente le plus l'ordre établi. C'est-à-dire que c'était devenu un parti de gouvernement. Et moi, j'ai l'impression parfois que sa seule ambition, c'est d'y rester. D'ailleurs, quand on les entend parler, ils nous parlent que c'est presque de l'autoreproduction de pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut absolument conserver nos postes. Il y a plein de gens qui dépendent avec cet appareil étatique tentaculaire. Et qui sont en final totalement éloignés de leurs idéaux de base. D'ailleurs, il suffit de voir beaucoup d'élus PS qui se disent donc à la défense du prolétariat et qui roulent en Porsche et qui vont voir les matchs du Standard en classe VIP. Pour moi, le MR et le PS, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est que il y en a qui sont en rouge et il y en a qui sont en bleu, quoi. Ils ont quelques divergences, mais après, en somme, autant il n'y en a aucun qui est totalement de droite, autant il n'y en a aucun qui est totalement de gauche. Ce qui fait qu'en somme, oui, il y a des gens qui votent plus par tradition qu'autre chose et que chaque année, ils nous ressortent le même truc et chaque année, ça fonctionne. Parce que ouais, ils perdent peut-être 2%, parce que ça va aux partis les plus extrêmes, mais ils gardent la main. Alors, ils ont la dent dure, je vous rassure, ils ont la dent dure avec tous les partis. Il y a une espèce de défiance comme ça par rapport aux partis traditionnels. Mais par rapport à une réflexion qu'ils font, le PS, c'est l'ordre établi et on a l'impression qu'il veut garder la main et que son ambition, c'est de rester au pouvoir. Vous avez envie de répondre quoi? Que j'aimerais tellement les avoir devant moi et passer 1 heure ou 2 avec eux. Parce que ce que j'entends là, me choque un petit peu. On est dans un gouvernement, effectivement. Est-ce qu'on est dans un gouvernement pour s'asseoir dans un fauteuil et ne rien faire et être content béatement? Ou est-ce que l'on se bat? Moi, ça fait un certain nombre d'années que je suis dans un gouvernement et j'ai cet honneur de défendre ceux qui m'ont fait confiance. Quand j'étais toute seule pour défendre l'index,
J'étais dès lors toute seule pour défendre celles et ceux qui, sans le Parti socialiste, auraient vu leur salaire diminuer. Quand nous avons réussi, le PS, sous cette législature, à imposer les grandes entreprises qui ne payaient pas d'impôts, l'impôt minimum, pour celles qui distribuent des dividendes ne participent pas à la solidarité, c'est le Parti socialiste. Non, quand on a imposé le capital pour participer à l'équilibre des finances publiques, sans les socialistes, croyez-vous que c'était possible? Autrement dit, j'ai envie de dire à ces jeunes, la critique, elle est toujours facile, mais il faut vraiment s'informer pour savoir ce que font les uns et les autres. Oui, mais c'est un message qui, en tout cas, n'a pas réussi à passer. Vous devez le ressentir aussi quand vous faites campagne et quand vous allez dans différents endroits. Par rapport à cela, ce qu'on entend aussi, c'est que les gens retiennent, c'est toutes les restrictions qu'il y a eu par rapport au chômage, la dégressivité, le stage d'attente. Et donc, c'est ça qui vous revient par rapport à cela. Et dans votre programme, d'ailleurs, vous dites on va changer certaines choses. Il y a un regret de votre part d'avoir dû accepter les choses. Bien sûr. Alors, on explique deux choses. D'abord, on explique que, effectivement, dans les 541 jours qu'il a fallu pour former un gouvernement, nous avons dû faire des compromis. Si on n'avait pas fait de compromis, il n'y aurait pas eu de gouvernement. Et comme le Parti nationaliste prenait la Belgique en otage, c'eût été l'aventure. Oui. Mais ce que vous dites aussi, c'est si c'était à refaire, on ne le referait pas, quoi. Deux, c'était la condition pour former un gouvernement. Les libéraux avaient dit clairement. Nous l'avons accepté, comme ils ont dû évidemment accepter pas mal d'autres choses, c'est une évidence. Mais j'ai réussi, un mois avant les élections, à déjà faire une première étape de changement de la législation sur les allocations d'insertion. Vous le savez, nous avons dit, dans la deuxième étape, nous voulons que finalement, ceux qui cherchent véritablement un emploi ne soient pas sanctionnés. Mais pour le reste, je leur dis aussi, le PS ne dit pas seulement « nous avons créé la sécurité sociale ». Évidemment que nous sommes fiers de protéger au jour le jour la sécu. C'est les soins de santé, la pension, le chômage, l'emploi. Mais nous continuons dans la conquête et dans la relance sociale. La garantie emploi jeune, tout le monde en parle, je crois, on va avoir l'occasion d'en parler. Non, mais je ne le dis pas dans le détail ce que c'est, on y reviendra après. Mais c'est une conquête sociale des socialistes européens auxquels les Belges ont participé. Donc nous sommes dans la conquête sociale. Oui. Et donc, quand les jeunes vous disent c'est un PS qui défend le prolétariat, mais qui roule en Porsche, ou qu'on retrouve dans des tribunes VIP au stade de foot, vous ne comprenez pas ce genre d'attaque. Et pourtant... Je l'entends, je l'entends, et on peut toujours se dire qu'on peut mieux faire et qu'on devrait avoir d'autres comportements. Je n'ai aucun problème à entendre des critiques, même si c'est parfois un peu démagogue, il faut bien le dire. Mais pour le reste, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que j'aimerais être auprès d'eux et expliquer ce que je fais. On leur lancera l'invitation, Pas de souci, on fait ça demain. Alors, un mot sur l'emploi, vous avez parlé de cette fameuse garantie jeune. On ne va pas la réexpliquer, on l'a déjà fait une fois, mais dans votre programme, il y a un point en plus. Si après 18 mois, on n'a pas décroché un emploi, on a un contrat d'insertion d'1 an, dans le public ou dans le privé. Alors, avec cette garantie jeune, il va falloir créer des milliers de stages. Oui. Avec ces contrats d'insertion, il va falloir aussi trouver plein d'emplois. Oui. Alors, comment on va faire pour convaincre les entreprises qui, parfois, se font tirer l'oreille pour offrir des stages ou des contrats d'insertion? Mais pour le moment, Actiris, qui fait un travail remarquable, vraiment, et j'en profite pour faire un petit coucou à Grégoire Chapelle et toutes ses équipes, ils font un travail remarquable et ils ont de plus en plus, en négociation avec les entreprises, des places de stage. Tandis que Bruxelles Formation, pour le moment, fait un travail aussi formidable et augmente les formations. Et donc vous êtes sûr que vous pouvez le garantir aujourd'hui? Je le garantis. Il faudra des moyens financiers. Donc il faut que le prochain gouvernement accepte que ce soit la priorité absolue. Je pense véritablement que ça doit l'être. Je vous ai dit que c'était une nouvelle conquête sociale. Pourquoi? Parce que c'est vraiment mettre en responsabilité des pouvoirs publics le fait d'offrir un stage, un emploi ou une formation. Ça devient une responsabilité conjointe du jeune qui sort de l'école, qui doit chercher son boulot, bien sûr, mais s'il ne le trouve pas, d'offrir finalement un espoir. Parce que cette génération de jeunes qui sortent de l'école ont connu depuis de très nombreuses années la crise. À la limite, ils sont dans un tunnel où ils se disent « moi, je n'ai jamais connu que la crise ».
c'est une bombe sociale si on ne leur donne pas d'espoir. Et cet espoir-là, c'est la garantie emploi jeune et c'est le contrat d'insertion. Alors, vous voulez aussi soutenir l'emploi non marchand. Alors, vous le dites dans votre programme, il y a déjà 200 millions d'euros par an consacrés au programme de résorption de chômage, les ACS, etc., etc. Alors, il y a 10 000 emplois subventionnés. Vous voulez en créer d'autres. 2 questions. Est-ce qu'il faut limiter le nombre de secteurs qui peuvent en bénéficier? Et est-ce qu'on doit avoir un emploi subventionné durant toute sa carrière? Ou alors c'est pour se lancer? Et après, finalement, est-ce qu'on a encore besoin d'un ACS quand on a 20 ou 25 ans d'expérience? Est-ce qu'on ne pourrait pas le limiter dans le temps? Mais qu'est-ce qu'un emploi subventionné? Une infirmière dans un hôpital, c'est un emploi subventionné. C'est la sécurité sociale qui le subventionne. Donc l'emploi subventionné, il prend différentes formes. Un enseignant, c'est un emploi subventionné. Je veux dire, voilà, donc la notion d'emploi subventionné est une notion très large. Puisque vous parlez d'emploi, je dirais simplement que nous allons, dans les régions et donc à Bruxelles, avoir des compétences nouvelles pour l'emploi. Nous savons qu'à Bruxelles, on n'a pas de problème pour inciter les entreprises à se créer. On a 10 000 créations d'entreprises chaque année. Nous avons un problème pour qu'elles créent de l'emploi et de l'emploi de Bruxellois. Et donc, on va pouvoir calibrer les politiques d'emploi basées sur l'engagement de personnel qualifié ou peu qualifié, mais véritablement sur l'activation des demandeurs d'emploi. Mais certains disent que ces emplois subventionnés dans certains secteurs coûtent cher et qu'il faudrait là réduire le train de dépenses. Ça coûterait beaucoup plus cher s'ils étaient simplement au chômage et qu'ils ne pouvaient pas s'intégrer à travers un contrat de travail, puisqu'à chaque fois ce sont des contrats de travail. Donc non, je ne vois pas pourquoi on limiterait. Alors, une autre chose que vous indiquez dans votre programme, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'occupent d'emploi en région bruxelloise. Il faut rationaliser tout cela, dites-vous. Il faut supprimer une série d'organes de coordination coûteux et peu harmonisés. On supprime quoi, Lorette Anne-Collins? Non, je pense qu'il faut une concertation. Je ne vais pas dire cet organisme-là, on garde, celui-là, on ne garde pas. Mais on a créé trop de bidules, quoi. Je pense en tout cas qu'il faut maintenant qu'on va avoir toutes les compétences en matière d'emploi ou formation, pas toutes, mais presque toutes, qu'il faut rassembler les énergies. Regardez ce que vont faire Actiris, Bruxelles Formation, le VDAB. Je trouve ça formidable. Ouais. Mais dans le soutien aux demandeurs d'emploi, qu'il se rassemble. Il y a de l'argent gaspillé actuellement dans le soutien aux demandeurs d'emploi. Il faut en tout cas, dès qu'on a 1 euro, bien l'utiliser. Et si on peut rationaliser les infrastructures, tant mieux. Oui, mais c'est ce que vous indiquez en fait. Donc si vous avez des signes qu'il y a des choses en trop aujourd'hui. C'est ce que j'entends. Alors, une question d'un jeune. Il a une question à vous poser. On l'écoute tout de suite. C'est Louis. Bonjour Madame Anne-Collins. Vu votre place au PS, comment expliquez-vous l'écart entre, d'une part, le discours officiel du PS sur le non à l'austérité et d'autre part, la ratification massive par des élus PS du pacte budgétaire européen, et pacte qui implique une politique néolibérale pour l'Europe et qui implique évidemment aussi l'austérité? C'est toujours le compromis, ça, Lorette Anne-Collins? Oui, mais pour répondre à ce jeune-là, la politique de l'Union européenne, vous le savez, nous la contestons, c'est une politique d'austérité. Mais on ne dit pas simplement on la conteste, mais on l'applique. Sûrement pas. Vous me permettrez de dire que j'ai été la première, vous le reconnaîtrez, à dire que je n'accepte pas la trajectoire budgétaire imposée par l'Europe. Et finalement, à force de négocier au sein du gouvernement, on a changé la trajectoire européenne de retour à l'équilibre. Si on ne l'avait pas changé, il aurait fallu trouver 5 milliards supplémentaires en compression de dépenses ou en recettes nouvelles. Et donc, nous n'avons pas appliqué l'austérité européenne, nous avons appliqué une politique de rigueur, mais pas d'austérité, puisque nous avons non seulement maintenu l'indexation, mais nous avons augmenté les salaires. Dans quel autre pays européen on a augmenté les salaires dans cette période? Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer? C'est la question, puisqu'on a vu les prévisions du Fonds monétaire international qui situent en fait l'effort budgétaire supplémentaire que doit faire la Belgique à 13 milliards d'euros. Alors on est dans une période où on fait beaucoup de promesses aujourd'hui. Quand on voit ce qu'on doit encore trouver comme moyen, pas sûr du tout qu'on pourra tenir ces promesses. Alors n'oubliez pas, ces 13 milliards, tout pouvoir confondu, donc ce n'est pas le fédéral qui doit trouver 13 milliards,
nous retrouvons une période de croissance, alors qu'on avait une croissance catastrophique. Là, en 2014, c'est 1,4%, en 2015, 1,7%. Donc, il va y avoir des fruits de la croissance. Mais là où ce que vous dites est très important, c'est qu'il faut être sérieux. Il ne faut pas promettre n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a pointé du doigt ce que disent l'EMR. Nous allons dépenser 20 milliards en réforme fiscale. Ce n'est pas crédible, c'est même dangereux parce qu'ils vont devoir les trouver quelque part. Nous, par exemple, nos engagements, c'est au niveau budgétaire, ça coûte zéro. Ce sont des shifts. On va chercher sur le capital, on redistribue vers les salaires. On va chercher vers les intérêts nationaux, on redistribue pour les petites et moyennes entreprises et pour le reste, on continue à gérer sérieusement. Alors, il y a un tabou qui reste très fort chez vous, c'est pas touche à l'indexation des salaires. Il y a pourtant des demandes répétées des entreprises et des représentants des entreprises pour le faire. Alors, est-ce qu'un grand patron a besoin d'une indexation de salaire? Autrement dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un seuil au-delà duquel une indexation n'est plus nécessaire et on la supprime? Ça, c'était une des idées qui semblait intéressante au départ. On donne l'indexation au salaire jusqu'à environ 2 000 € net par mois et pour les autres, ils n'en ont pas besoin. Sauf qu'il y a un hic. C'est que quand vous donnez une indexation, il y a une partie évidemment de cotisations sociales supplémentaires qui viennent dans les caisses de la sécurité sociale pour les soins de santé, les pensions, etc. Si, notamment pour les hauts salaires, nous n'avons pas ces cotisations sociales provenant de l'indexation, nous avons un manque à gagner alors que l'État, lui, doit payer les pensions et l'indexation sur les pensions. Et ce shift-là, il n'y a pas moyen de trouver l'argent ailleurs. Ce shift, c'est 500 millions d'euros. Donc si on trouve un autre système pour trouver ces 500 millions d'euros, pas de problème. Mais il n'y en a pas pour le moment de bonnes idées en la matière. Donc vous êtes d'accord de faire un pas pour autant qu'on compense le manque à gagner? Je pense qu'il vaut mieux continuer à respecter ce principe de l'indexation. Une indexation, c'est un principe. Parfois, les gens ne comprennent pas. Il faut le répéter que sans indexation, tout simplement, le salaire diminuerait, puisque le coût de la vie augmente et les salaires n'augmenteraient pas. Alors, on va parler mobilité maintenant. La mise en œuvre de l'extension du métro vers Schaerbeek et Evere, elle est sur les rails. On ne reviendra pas dessus. L'opposition dit qu'on a... On ne reviendra pas dessus, mais quel bonheur. Oui, mais l'opposition a dit qu'on a énormément tergiversé, qu'on a longtemps hésité entre un métro et un tram et qu'on a perdu toute une législature. Ça, c'est pas vrai. On a choisi le métro, mais on avait quelques difficultés. Il a fallu convaincre à un moment donné, mais ils ont été convaincus, les écolos, à un moment donné, ça n'a pas été simple. Il y avait des communes clairement, genre Uccle, qui ne voyaient pas cela d'un bon œil, l'extension du métro. Donc il a fallu beaucoup de temps pour convaincre tout le monde. Maintenant, soyons heureux, toutes les forces vives sont favorables et on a trouvé des moyens, notamment à Belliris. Oui. Alors justement, par rapport à cela, vous voulez lancer aussi des études pour l'extension du métro vers Uccle. Oui. Question, pour l'instant, on saupoudre un peu dans Belliris. Belliris sert à beaucoup de choses, par exemple à restaurer des églises ou des piscines. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il faut centrer l'argent de Belliris et dire tout l'argent de Belliris pourrait être consacré à la mobilité? On le pourra peut-être recentrer un peu plus grâce au refinancement de Bruxelles. Parce que Belliris, à un moment donné, est intervenu, parce que sinon, personne n'a intervenu. On laissait dégrader les bâtiments, les parcs, etc. Donc, Belliris, finalement, a compensé. Avec leur financement, on pourra peut-être un peu mieux concentrer. Mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas tout mettre sur la mobilité, par exemple. Belliris est là, par exemple, pour les contrats de quartier. Vous savez bien comment c'est important, la rénovation des contrats de quartier dans tout Bruxelles. Pour que Bruxelles soit capitale, évidemment, de la Belgique, de l'Europe, de l'OTAN, est-ce qu'on veut, mais pas seulement autour des beaux bâtiments européens, mais partout. Mais face à l'urgence mobilité, certains vous diront maintenant il est utile de concentrer et donnons un gros boost pendant quelques années. Mais c'est déjà comme ça. Donc l'essentiel des moyens de Belliris, c'est pour la mobilité et ça continuera comme ça. Mais c'est vrai qu'on a fait du logement avec Belliris, qu'on a fait des améliorations dans les quartiers avec Belliris et c'était une nécessité. Alors, on va terminer sur le logement et sur l'encadrement des loyers. Alors, vous voulez pénaliser en fait ceux qui pratiquent des loyers trop élevés. Alors, vous voulez en fait faire des grilles de loyers
quartier par quartier, rue par rue, et les personnes qui dépasseraient les loyers seraient pénalisées fiscalement. C'est un travail immense à d'établir ces grilles de loyer. Il faut trouver un moyen d'encadrer les loyers. Vous savez, certains prônent, moi je ne suis pas contre l'allocation de loyer, mais ce n'est évidemment possible que si on ne donne pas une prime aux propriétaires qui font n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils demandent des loyers incroyables pour l'état du bâtiment. On a l'impression qu'on ne va pas réussir à faire ces grilles, parce que le travail est titanesque en fait. Non, le travail n'est pas titanesque. On va y réussir parce qu'on va le faire sur base de critères, évidemment. Et on sera dans le cadre d'une grille qui devra finalement être examinée. Parce qu'on en parlait déjà dans les programmes il y a 5 ans. Oui, mais il faut, à ce niveau-là, il faut une volonté politique et un accord politique. Moi, si le PS est au niveau du prochain gouvernement bruxellois, je veux vraiment, parce qu'on a des nouvelles compétences avec la 6e réforme de l'État en matière de baux. Et donc, je voudrais vraiment qu'on réussisse ces grilles. Mais à côté de cela, ce n'est pas la seule politique en matière de logement. Je pense qu'il faut construire du logement. Il y a un besoin immense. Et moi, je suis heureuse de constater que dans le programme du PS, tous ensemble, nous avons défendu la création de nouveaux quartiers, vous le savez bien, 13 nouveaux quartiers, et dans chacun des quartiers, il y aura des crèches, des écoles, des entreprises, mais aussi il reste 30 secondes, logement. Parce que c'est vrai que vous dites qu'il faut 1300 logements publics par an à Bruxelles durant la prochaine législature. On sait que c'est très difficile, de créer du logement. On voit mal comment vous pourriez arriver à ce chiffre. Mais on y va, on y arrive. Regardez, Belliris a créé plus que cela. La ville de Bruxelles a créé plus que ça, donc on peut le faire. Cela est possible. Cela est d'autant plus possible qu'il y a eu un accord autour du plan de redéploiement de Bruxelles autour de 13 zones, que ces zones sont maintenant identifiées. Regardez pour le plateau du Heysel, Neos, 750 nouveaux logements. On va y arriver. Merci Loretta Koellings d'avoir été des nôtres. Demain, c'est la dernière étape de nos rencontres avec les têtes de liste bruxelloises à la Chambre. Et j'aurai le plaisir de recevoir Didier Reynders, tête de liste MR. Très bonne soirée à tous. À demain.